Happy, happy day, happy work, happy world. Bonjour, Marie-Pierre Demont, consultante, facilitatrice en conciliation, bien-être et efficacité au travail et aussi autrice donc sur un doctorat sur le bonheur. Je suis heureuse de vous retrouver du cycle apiculture. Le bonheur, sens, science et conscience, épisode 8. Ce podcast va évoquer quelques contresens en matière de bonheur. Négativité versus positivité, passivité versus action, surcontrôle versus maîtrise de soi. Je ne vais pas m'étendre sur négativité versus positivité. On sait très bien que la négativité est contagieuse, la positivité aussi, mais seules les émotions positives contribuent à nous faire aller de l'avant, puisque c'est elles, moi j'ai décrit le bonheur comme un guide qui nous aide à gérer nos ressources pour avoir les moyens d'agir. Et ça, les émotions positives ont tout leur rôle là-dedans, tandis que les émotions négatives, elles doivent être très ponctuelles, elles sont liées à notre survie. Mais face aux médias de toutes sortes qui nous assaillent chaque jour d'émotions négatives, les mauvaises nouvelles, les jugements gratuits, les dénigrements, donc ça pullule. Donc les magazines qui évoquent le bonheur ou le bien-être ont toute leur place. Donc ça, bien sûr, on a besoin de contrebalancer le positif. Mais c'est là où tu vais venir la passivité versus l'action, à condition qu'ils n'endorment pas les gens dans des mélanges sirupeux ou des voyages illusoires. L'accès au bonheur demande une véritable plongée dans son intériorité, et donc la confrontation à ses propres souffrances, mais aussi à ses côtés sombres. Or, lire à longueur de journée des magazines, des livres, des vidéos, et même si c'est des développements personnels, sans aller plus loin, ne sert pas à grand-chose. C'est un premier pas, mais j'ai hélas rencontré beaucoup de personnes qui s'arrêtent là et se demandent pourquoi rien ne change dans leur vie avant de se remettre en quête de la prochaine recette. C'est un peu comme si on pouvait apaiser sa faim en achetant des livres de cuisine, mais sans jamais cuisiner. Il faut agir et mettre en pratique. L'explosion des réseaux sociaux va dans le même sens. L'effort est délaissé, vidéos de moins de 3 minutes, articles truffés d'images et pauvres en texte. Et même sur LinkedIn maintenant, les articles longs sont peu lus et les gens n'écrivent plus. Ils utilisent l'IA pour écrire leurs articles à la place. Ne voient-ils pas qu'à force ils perdent le contrôle et se font manipuler? Quand l'homme délègue son pouvoir, qu'il devient l'esclave de son téléphone portable ou qu'il demande à l'IA de réfléchir à sa place, il se transforme en mouton de Panurge. Quand il utilise son téléphone ou l'IA comme des outils, et qu'il reste maître, là oui, tout va mieux pour lui. Happy, happy day, happy work, happy world. Autre contresens, l'hypercontrôle individuel. Si la perte de contrôle sur sa vie, donc donner les rênes aux autres, comme on vient de voir, ne rend pas heureux, l'hypercontrôle non plus. Certaines personnes pensent que si elles contrôlent tout ira mieux. Cela peut aller de la mère qui fait tout à la place de son enfant pour s'assurer que ça soit bien fait, au patron qui ne délègue pas par peur que les autres fassent mal. Ils feront forcément mal selon leur vision monochrome. Ou encore, comble de l'ironie, à une personne dont le travail consiste justement à contrôler, il y a beaucoup de contrôleurs, mais qui ne peut avoir l'esprit tranquille tant qu'elle n'a pas trouvé une faille, tout ça pour lui permettre de créer une forme de paix avec sa conscience. Je parle bien des excès, là. Le contrôle de certains paramètres est normal. J'ai formé une femme qui passait des journées à faire le ménage, jusqu'à ce que tout soit impeccable. Elle recommençait le lendemain, même c'était pas sale bien sûr. De la même manière, j'ai accompagné un homme qui rédigeait des rapports professionnels, mais il voulait tellement que tout soit parfait qu'il passait des heures supplémentaires hors du travail sans en informer son employeur.
Donc contrôler, guetter la moindre faille, la moindre faute par rapport aux autres ou par rapport à soi-même, peu importe. Tout ça, ça ne rend pas heureux. Mais cet hyper-contrôle, donc il va aussi se baigner la culture sociétale, l'hyper-contrôle sociétal. Ces formes de contrôle excessif donc sont ancrées dans la culture sociétale et font plus de dégâts. Certains managers, par exemple, imaginent que le contrôle donne du pouvoir sur autrui et que c'est la seule manière d'avancer. C'est ce qu'on faisait au temps de l'esclavage. Au niveau des décideurs, politiques ou professionnels, on découpe, on cloisonne, on met en place des procédures de plus en plus draconiennes et rigides, espérant ainsi qu'aucune faille n'apparaîtra et que tous les risques seront maîtrisés. Cela s'appelle aussi jouer à Dieu. Pourtant, la vie nous montre qu'il est vain, voire dangereux, de vouloir tout contrôler. Dans les hôpitaux hyper aseptisés, une nouvelle bactérie, un staphylocoque par exemple, ou un nouveau virus finit toujours par s'y loger. Et il est souvent plus virulent. Parce qu'effectivement, il y a des équilibres naturels, il y a des écosystèmes qui se mettent en place et le risque zéro n'existe pas, le tout aseptique n'existe pas. Toujours quelque chose qui vient s'y nicher. Même dans les profondeurs sous-marines, des kilomètres de profondeur où on pensait qu'aucune vie n'est possible, il y a de la vie. De même, les enfants surmédicamentés et élevés dans des environnements aseptisés sont ensuite plus sujets aux allergies et aux maladies que d'autres. La vie se fraye toujours un chemin. Une herbe pousse malgré le macadam. L'arbre développe des racines tordues pour éviter les obstacles. L'arbre est d'ailleurs un bon exemple. Solidement enraciné, il s'élève aussi vers le ciel. Soumis aux intempéries, il s'incline dans le sens du vent et non contre lui, car il sait que c'est la seule façon de résister. Les arts martiaux ont repris ce principe. Pas les organisations humaines. On cherche toujours à aller contre quelque chose et à ajouter des contraintes au lieu de suivre la fluidité. Donc ça, c'est contre-productif en matière de bonheur. Le risque zéro n'existe pas, je l'ai dit tout à l'heure, mais l'homme croit le contraire. En France, on a même inscrit le principe de précaution dans la Constitution et cela favorise l'immobilisme. Ainsi, on généralise un interdit ou une précaution à tous pour quelque chose qui concerne parfois moins de 1% de la population. Du coup, on va amener de la contrainte sur les 99, quelque chose autres. Et on répète ce mécanisme sur des milliers de sujets. Quelle utopie de croire que l'on peut dominer la nature ou résister au vent. Ironie du sort, on dirait même que les catastrophes naturelles qui s'accentuent en ce moment viennent nous rappeler ce message. Tiens. Alors où faut-il aller ? Vers le renforcement de soi, au contraire. La métaphore de l'arbre nous indique pourtant la voie à suivre. Un arbre aux racines fragiles s'envole ou casse face à la tempête. Pour le protéger, on est obligé de construire des barrières en fer autour de son tronc. Mais l'arbre bien enraciné, lui, il tient bon. C'est pareil pour l'humain. Tout est actuellement conçu pour un humain sans racines, c'est-à-dire dépourvu d'intériorité et déconnecté de lui-même. Tout ce qui est entrepris ne l'aide pas à construire cette intériorité, bien au contraire. L'autre solution est donc de renforcer ses racines, de renforcer son intériorité, sa force interne, sa puissance. C'est l'une des voies du bonheur durable. Cela inclut les notions d'autonomie, de confiance, de responsabilisation, de compétence, de grandir en compétence. Et tout ça est malmené dans nos organisations humaines. Quand j'interviens dans les organisations pour mieux concilier bonheur ou bien-être et performance au travail, j'utilise entre autres ces notions. Ainsi, je vois certains, souvent en bas de l'échelle hiérarchique, préférer ne pas grandir, rester des enfants obéissants aux ordres d'une autorité, éviter de penser, entre guillemets, je ne suis pas payé pour ça, et se demander pourquoi ils vont pas bien. D'autres réclament qu'on s'occupe mieux d'eux, mais dès qu'on le fait, ils se comportent en enfants rebelles, critiquent tout, sont toujours contre, et quand on leur demande de proposer une action ou qu'on leur en propose une qui va dans leur sens, ils se sabotent eux-mêmes en la rejetant. Ils contribuent ainsi à cette accumulation de règles et de lois dans laquelle tous s'engluent,
et le management se durcit, et le cercle vicieux s'installe, surtout quand le management n'était pas bon au départ et ne favorisait pas cette autonomie et cette responsabilisation. L'organisation humaine, à l'heure où on est encore sur les formes de patriarcales, où le père qui punit ses enfants, les enfants qui se soumettent ou qui se rebellent. Quand on a fait un peu d'analyse transactionnelle, il est très facile d'avoir ces clés de lecture. Et donc ces deux extrêmes, enfantillage et autoritarisme, sont répandus et ne favorisent pas le bonheur. Et quand on est là-dedans, on ne peut ni être heureux, ni rendre les autres heureux. En conclusion, la quête du bonheur est une quête séculaire, vieille de plus de 2000 ans. Mais tant que l'humain la cherchera en dehors de lui-même, comme il fait actuellement, il continuera à s'en éloigner. Je l'ai dit dans d'autres podcasts, le bonheur n'est pas dans l'avoir. Et il n'est pas dans ses contresens. J'avais dit qu'il était dans le faire, mais pas dans ses contresens. Pas besoin de me croire sur parole, il suffit d'observer un peu le fonctionnement du monde et de voir tous ces contresens et ces faux bonheurs qui sont légion. Mais on continue un peu à s'en engluer. Pour cela, il faut prendre du recul, prendre de la hauteur. Et tous mes podcasts participent justement à cette prise de recul pour essayer de ne pas tomber dans tous ces pièges. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 9 qui sera d'ailleurs le dernier de cette série Bonheur, Sens, Science et Conscience. Aujourd'hui je suis bonheur. Aujourd'hui je suis bonheur. Aujourd'hui je suis bonheur. Aujourd'hui je suis bonheur. Il fait soleil aujourd'hui. De toute façon je chanterai même sous la pluie. Happy, happy day. Happy work, happy world.